le 2 décembre de l'année 2018, une jeune femme nommée Grace Milon disparut sans laisser de traces, ayant entrepris un voyage à travers l'Amérique. Elle fut vue pour la dernière fois, entrant dans la chambre 308 avec un ami, et après cela, personne ne la revit. Cette disparition déclencha une vaste enquête policière, où l'analyse de vidéos de surveillance mena à des découvertes choquantes, laissant même des enquêteurs expérimentés stupéfaits. Grace rêvait depuis son enfance de voyager autour du monde, et grâce à un travail acharné et au soutien de ses parents, David et Gillian, elle put réaliser ce rêve. Elle termina ses études à l'université Lincoln avec distinction en publicité et marketing, prouvant ainsi qu'elle pouvait atteindre ses objectifs. En plus de ses études, Grace était douée pour les arts, passionnée par la musique et la peinture, et ses tableaux se distinguaient toujours par une expressivité et une profondeur particulières. Son père, fier des réalisations de sa fille, promit de financer son voyage de rêve en récompense de sa persévérance et de son talent. Ainsi, le rêve d'un voyage autour du monde, qui semblait inaccessible à beaucoup de ses pairs, et même à des adultes avec une carrière établie, devint réalité pour Grace grâce à ses efforts et au soutien de sa famille. Il n'était pas difficile pour David Milon, un entrepreneur reconnu, de faire ce magnifique cadeau à sa fille. Grâce à sa carrière réussie dans le monde des affaires, sa fortune était estimée à 1 million de livres. Après avoir terminé ses études universitaires, Grace prévoyait de rejoindre l'entreprise familiale pour contribuer au développement de la société. Mais avant de plonger dans le monde des affaires et la vie adulte, elle voulait réaliser son rêve de voyager autour du monde, et le moment était enfin venu. Elle décida de commencer son aventure en Amérique du Sud, plus précisément au Pérou. Grace partageait chaque moment de son voyage sur les réseaux sociaux, commençant par une vidéo à l'aéroport de Heathrow à Londres, où elle annonçait son départ pour le Pérou. À peine arrivée à Lima, Grace prit immédiatement quelques photos devant les sites locaux, entourée de voyageurs du monde entier. Au Pérou, elle passa 1 mois et demi, et pendant ce temps, elle visita Machu Picchu, la mystérieuse ville des Incas, le lac Titicaca et le canyon de Colca, connus pour leur incroyable profondeur et beauté, ce qui en fait l'une des gorges les plus profondes de la planète. Fin novembre de l'année 2018, Grace posta une photo sur les réseaux sociaux, prise avec la caméra de son smartphone à l'aéroport de la capitale péruvienne, avec la légende « Au revoir, Pérou ». Avec ce message, elle signalait que la Nouvelle-Zélande serait sa prochaine destination, où elle souhaitait profiter pendant 10 jours de la beauté époustouflante de la région. Selon une capture d'écran sur les réseaux sociaux, le premier lieu remarquable que Grace a visité en Nouvelle-Zélande était Cape Ringo. Ce cap se trouve sur la péninsule de Bay et représente le point le plus au nord du pays. Il est célèbre pour sa nature pittoresque et son climat doux, ce qui en fait une destination prisée par de nombreux touristes. Le jour suivant la publication, le 30 novembre, Grace est arrivée à Auckland, la plus grande ville de Nouvelle-Zélande. Elle a décidé de célébrer son anniversaire ici, qui tombait le 2 décembre. À ce moment-là, Grace Milon avait 22 ans. Elle a choisi l'hôtel City Live pour son séjour et s'est installée dans une de ses chambres confortables. Après une courte pause dans sa routine quotidienne, Grace a décidé de faire une promenade. Elle restait en contact quotidien avec sa famille par des appels téléphoniques, mais a décidé, la veille de son anniversaire, qui tombait le 1er décembre, de ne pas déranger ses parents, s'attendant aux vœux le lendemain. Tôt le matin du 2 décembre, David, le père de Grace, a tenté de la joindre pour exprimer son amour et ses félicitations. Mais tous les essais ont été vains. Le téléphone est resté silencieux. David n'a pas abandonné et a essayé différents numéros, puisque Grace avait 2 cartes SIM, mais aucun des appels n'a été répondu. Le lendemain, David inquiet et sa femme Gillian cherchèrent de l'aide au commissariat d'Auckland. David se précipita vers la Nouvelle-Zélande, où il réussit à organiser une conférence de presse avec les médias locaux et la police. Il fit appel au public. « Je voudrais saisir cette occasion pour demander à tous ceux qui ont vu ou parlé à ma fille récemment de se manifester. Veuillez me contacter ou contacter l'équipe d'enquêteurs qui recherche Grace. » La police examina minutieusement les enregistrements vidéo des caméras de surveillance de l'hôtel, ainsi que des caméras de rue avoisinantes. Il est important de souligner que la surveillance des rues dans la ville est de haut niveau. L'analyse des vidéos a permis aux enquêteurs de suivre le parcours de Grace. C'est jour malheureux, le 1er décembre. L'analyse de la vidéo de la lobby de l'hôtel a révélé que Grace est partie à 5h37. Par la suite, les enregistrements des caméras de rue ont montré qu'elle se dirigeait vers le complexe Sky City, situé à environ 400 mètres de distance. Sky City est un grand complexe qui inclut non seulement un hôtel, mais aussi un restaurant et un casino. Ce soir-là, Grace rencontra un inconnu devant l'hôtel. Vers 5h47, ils entrèrent ensemble dans le bar et se dirigèrent vers le comptoir,
pour commander des boissons. Puis, ils s'assirent à une table. Environ 1h25 minutes plus tard, ils quittèrent le bar et prirent place dans un café de cuisine mexicaine 6 minutes après. Après un bref séjour de 20 minutes, Grace et son compagnon se dirigèrent vers un autre établissement, le Blue Stone Room Bar, qui n'était pas loin de leur hôtel. Là, ils choisirent une table, et l'homme s'excusa peu après, pour aller aux toilettes. En son absence, Grace saisit l'occasion pour envoyer un message à un ami en Angleterre, lui disant qu'elle aimait la soirée. À son retour, ils continuèrent leur conversation. À 21h02, ils furent capturés par une caméra de rue, se tenant dans les bras l'un de l'autre avec des pas visiblement incertains. Ils entrèrent à l'hôtel, prirent l'ascenseur pour le 3e étage, probablement en direction de la chambre de Grace. Le matin du 2 décembre, une caméra de surveillance enregistra un jeune homme vêtu seulement d'un t-shirt, ce qui suggérait qu'il pourrait être revenu, pour récupérer des vêtements oubliés ou acheter le petit déjeuner. Grace n'était pas visible avec lui, laissant place à des spéculations sur la nuit passée. Peut-être voulait-il simplement acheter des cigarettes. Cependant, les enregistrements des caméras de surveillance montrent qu'il est entré dans un supermarché et a examiné des produits, que l'on n'achète généralement pas à l'aube, à moins de planifier un voyage urgent. Son intérêt se portait sur des sacs de voyage, et il en choisit un des plus grands. Ensuite, il se dirigea vers la caisse, pour payer ses achats. 10 minutes plus tard, il retourna dans sa chambre, et 15 minutes après, à 8h32, il prit l'ascenseur pour le rez-de-chaussée, cette fois sans le sac. 3 minutes plus tard, il entra dans un autre magasin et paya lui-même à la caisse. Cette fois, il semble que c'était des produits de nettoyage, après quoi il retourna dans sa chambre. Après avoir quitté la chambre, il prit l'ascenseur pour le rez-de-chaussée et monta dans une voiture. C'était un taxi qu'il avait appelé à l'avance. Plus tard, il a été révélé que le chauffeur de taxi a dit que l'homme était descendu près d'une agence de location de voitures. Le trajet en taxi a également été enregistré par des caméras. Sur la vidéo, on peut voir que l'homme était confus, visiblement quelque chose le troublait. À 9h40, il a loué une voiture et est retourné au Life Hotel. Environ 4 heures après son retour dans la chambre de Grace, il l'a quitté. Il était 14h53. Il est allé au bar le plus proche, où il a rencontré une autre fille. Ils ont bu ensemble, puis l'homme a payé, et ils ont quitté le bar ensemble. Il était 15h57. 4 heures plus tard, il est retourné au City Life Hotel et est entré dans sa chambre. Mais quelques minutes plus tard, il a de nouveau quitté l'hôtel. Cette fois, il a été capturé par les caméras, choisissant un appareil pour nettoyer les tapis dans un autre magasin. Puis, il est retourné à l'hôtel. Plus tard, vers 9h du soir, on le voit, poussant un chariot avec 2 valises, les amenant par l'ascenseur au rez-de-chaussée, puis les chargeant dans le coffre d'une voiture louée. Le 3 décembre, tôt le matin, les caméras l'ont capturé, achetant une pelle dans un magasin. Sa visite suivante fut à une teinturerie, où il a apporté ses vêtements pour les nettoyer. À 24h09, il a lavé sa voiture lui-même dans un car wash. Le 5 décembre 2018, Jesse Simpson, un résident local de 26 ans, a été arrêté. Les enquêtes ont révélé que Jesse avait rencontré Grace via Tinder et avait convenu d'un rendez-vous. Il a prétendu avoir passé la nuit du 1er au 2 décembre avec elle, mais a quitté sa chambre tôt le matin du 2 décembre et ne l'a plus revue. Bien sûr, l'enquêteur lui a fait remarquer que les caméras avaient capturé tous ses mouvements à l'intérieur du complexe Sky City et a suggéré d'admettre ce qui s'était passé avec Grace et de révéler l'emplacement de son corps. Après une courte pause, Jesse a dit à l'enquêteur qu'il avait dit tout ce qu'il savait et ne comprenait pas de quoi il était accusé. L'enquêteur lui a donné du temps pour réfléchir, pendant qu'il et 16 collègues menaient une enquête supplémentaire de la chambre de Grace. Lors de la première enquête, rien de suspect n'a été trouvé. Cette fois, ils ont décidé d'utiliser une substance chimique spéciale, capable de révéler des traces de sang, même si on a tenté de les supprimer de différentes surfaces. Pendant la nuit, Jesse a été de nouveau convoqué pour un interrogatoire, cette fois pour des traces, découvertes dans la chambre. La lumière d'une substance chimique a révélé des empreintes cachées sur le tapis, qui ont été capturées sur une photo. Les preuves contre lui devenaient de plus en plus accablantes. En réponse aux accusations, il a commencé à raconter cette soirée, le 1er décembre. Après une promenade, lui et Grace sont entrés dans leur chambre, où elle a suggéré d'essayer quelque chose de nouveau, inspiré par 50 nuances de grès. Bien qu'il n'ait jamais tenté une telle expérience auparavant, il a accepté. Selon lui, tout s'est bien passé, et Grace s'est allongée pour se reposer,
tandis qu'il se sentait mal à l'aise et s'endormait dans la salle de bain. Au réveil le matin, il a trouvé Grace immobile et, dans un mouvement de panique, a décidé de cacher les preuves, sans appeler la police. Cependant, des enquêtes ultérieures ont révélé des contradictions dans son histoire. L'analyse de ses messages sur les réseaux sociaux et sur son téléphone suggérait qu'il aurait pu planifier quelque chose à l'avance, sans avoir de victime spécifique en tête, mais simplement l'acte en lui-même. Au cours de l'enquête, il est apparu que Jesse Simpson avait eu des contacts avec une femme 6 mois avant la disparition de Grace Milon. Ils avaient prévu de se rencontrer début décembre, mais la femme a annulé la rencontre au dernier moment pour des raisons personnelles. Cela a poussé Jesse à se tourner vers Grace. Selon les données géolocalisées de son téléphone, il était dans les montagnes vers 1h du matin, à 15 km à l'ouest du centre d'Auckland. Une semaine après la disparition de Grace, elle a été trouvée dans la même région montagneuse, cachée dans une valise sous terre. Le 13 décembre, une pelle achetée par Jesse le 2 décembre a été trouvée près de cet endroit. Simpson a nié sa culpabilité dans Grace Milon. C'est eux qui a suscité une grande attention publique en Nouvelle-Zélande. Le 10 décembre 2018, le Premier ministre du pays, Jacinda Ardern, a présenté des excuses officielles à la famille Milon, soulignant que Grace aurait dû se sentir en sécurité. Le 21 février 2020, il a été condamné à la réclusion à perpétuité, avec la possibilité d'une libération conditionnelle après 17 ans. Pendant le procès, 3 femmes qui étaient sorties avec lui avant Grace ont témoigné, le décrivant comme dominant dans les relations. Le 18 mars 2020, il a été annoncé que Simpson prévoyait de faire appel. Les audiences d'appel ont commencé le 6 août 2020 à Auckland. Le père de Grace, David Milon, est mort du cancer 1 mois avant le procès. Le soir, après qu'Athènes soit allée dans sa chambre, elle a disparu sans laisser de traces. La police a immédiatement commencé les recherches en déployant tous les moyens possibles, des drones et des hélicoptères aux volontaires prêts à aider. Malgré leurs efforts durant plusieurs jours, aucune indication sur son éventuel emplacement n'a été trouvée. Ce n'est que le 3e jour de recherche intensive que les premiers détails ont émergé, rendant cette affaire l'un des sujets les plus discutés dans le pays, car personne ne s'attendait à un tel rebondissement. Né en mai 2015 dans la ville accueillante de Duncan, Oklahoma, Athènes Trunt a rapidement été confronté à des changements dans sa vie familiale. 6 parents ont divorcé, et alors que son père déménageait au Texas, Athènes est resté avec sa mère. Malgré la distance, le lien avec son père ne s'est pas rompu. Il saisissait chaque opportunité pour voir Athènes. Avec le temps, les parents ont commencé une nouvelle phase de leur vie. La mère s'est remariée, et le père a également trouvé un nouvel amour. Ces changements ont apporté 2 petites sœurs dans la vie d'Athènes. Leur compagnie est devenue une grande joie pour elle, et elle s'efforçait d'être autant que possible là pour elle, profitant du temps passé et des jeux en plein air. Athènes, toujours joyeuse et apportant de la joie à tous, est devenue une source de bonheur pour tous ceux qui l'entouraient. Au cours des derniers mois de l'année 2022, Athènes a dû déménager temporairement chez son père, qui vivait au Texas. Elle prévoyait de rester chez lui jusqu'à la fin des vacances du Nouvel An, avant de retourner chez sa mère en Oklahoma. Pendant son séjour, Athènes a fréquenté une école primaire locale. La maison de son père était située dans un village paisible, entouré de forêts et de champs, un endroit parfait où Athènes aimait passer du temps dans la nature avec son père et s'entendait bien avec sa nouvelle femme, Elisabeth. À la fin du 30 novembre, après être rentrée chez elle en bus vers 4 heures de l'après-midi, Athènes a découvert que son père et son grand-père étaient partis à la chasse, et elle est restée seule à la maison avec Elisabeth. Le soir, un malentendu a surgi entre Athènes et Elisabeth, ce qui les a conduits à se disputer, et Athènes est allée dans sa chambre, tandis qu'Elisabeth allait dans la cuisine pour préparer le dîner. 20 minutes après qu'Elisabeth soit allée dans la chambre d'Athènes pour l'appeler à dîner, elle a découvert qu'Athènes avait disparu. Après avoir commencé à chercher, Elisabeth a vérifié tous les endroits dans la maison et a regardé dans le jardin, mais Athènes était introuvable. Elle a alors décidé d'appeler les proches parents de son mari, qui vivaient à quelques centaines de mètres de leur maison, car Athènes allait parfois chez eux toute seule. Mais les parents ont dit qu'ils n'avaient pas vu Athènes. Par la suite, Elisabeth appela immédiatement son mari, pour lui parler de l'incident. Son mari lui conseilla vivement de appeler la police sans tarder, et se hâta de rentrer à la maison. Elisabeth composa le numéro 911 vers 18h40, et la police arriva à leur domicile 14 minutes après l'appel. Tandis qu'Elisabeth expliquait la situation et ses opinions en détail, les doutes de ses proches quant à la version selon laquelle Athènes aurait pu partir à cause d'une dispute étaient évidents. Il leur semblait improbable que Athènes, qui ne s'éloignait jamais beaucoup de la maison, ait pu partir seule. De plus, compte tenu de la tombée de la nuit et de sa peur de l'obscurité,
cette possibilité leur semblait encore plus improbable. Au début, Elisabeth était suspectée par la police, surtout à cause de la pause de 40 minutes entre le moment où elle a constaté l'absence et l'appel à l'aide. Mais après avoir raconté comment elle avait cherché Athènes dans la maison et tenté de contacter les proches parents, les policiers ont commencé à croire que ces paroles étaient vraies. Dès que tout fut connu, les officiers commencèrent à rechercher Athènes disparue. Malgré la nuit déjà tombée, ils entamèrent les recherches, incluant les bois et les champs, situés à quelques kilomètres de la maison d'Athènes. Ces hypothèses reposaient sur l'idée qu'Athéna aurait pu quitter son domicile seule et se perdre dans l'obscurité de la nuit, ce qui a conduit les forces de l'ordre à concentrer leurs efforts sur des recherches approfondies dans la région. Parallèlement, l'hypothèse d'une éventuelle disparition n'a pas été écartée, mais aucun élément n'a permis d'étayer cette piste. Aucun signe d'intrusion dans le logement n'a été trouvé. Elisabeth n'a pas entendu de bruit de lutte ou de cris, pas plus que ses voisins. Rien d'inhabituel ne s'est produit ce soir-là. Les efforts de recherche se sont intensifiés grâce à l'implication des proches de la disparue et de citoyens compatissants. La mère d'Athéna, dès qu'elle a appris l'incident, s'est immédiatement rendue sur les lieux. Malgré de longues recherches, qui ont duré jusqu'à 5 heures du matin, aucune trace d'Athéna n'a été retrouvée. Le terrain difficile autour de la maison, surtout avec le manque de lumière, a rendu les recherches difficiles. À 7 heures du matin, les recherches ont repris avec un plus grand nombre d'agents. Pendant ce temps, alors que la nouvelle de la disparition se répandait dans tout le comté, des centaines de bénévoles désireux d'aider se sont joints à l'effort de recherche. Les membres de l'opération de recherche ont utilisé divers moyens de transport, dont des chevaux et des quads, afin de mener des recherches approfondies dans la région. Parallèlement, les forces de l'ordre ont utilisé des drones et des hélicoptères équipés de caméras thermiques, dans l'espoir de retrouver Athéna. Malheureusement, malgré tous leurs efforts, ils n'ont pas pu la retrouver ce jour-là. L'inquiétude pour son bien-être était d'autant plus grande que nous étions au début de l'hiver et que les conditions météorologiques étaient loin d'être favorables. Le Texas, bien que connu comme un État méridional, connaissait à cette époque un climat glacial, avec des températures descendant jusqu'à 10 degrés au-dessus de zéro. Pour toute personne portant des vêtements légers, ces conditions représentaient un véritable défi, car il était extrêmement difficile d'endurer un tel climat. Les forces de l'ordre et les bénévoles participant aux recherches ont poursuivi leur travail malgré les obstacles, gardant l'espoir d'une issue favorable. Au 3e jour des recherches, la police a étendu le périmètre de recherche à 10 km autour de l'habitation, en mobilisant des ressources supplémentaires pour enquêter sur toutes les circonstances de la disparition. Dans ce contexte, des spécialistes des questions relatives aux personnes disparues ont été déployés afin d'identifier tout signe de crime. Bien qu'aucune preuve de disparition forcée n'ait été trouvée dans un premier temps, l'hypothèse selon laquelle la disparition d'Athéna n'était pas le fruit de son propre choix s'est renforcée au fil des jours. Au cours de ces journées, les équipes de recherche ont scruté la zone dans toutes les directions, mais n'ont pas réussi à localiser Athéna. L'hypothèse qu'elle ait pu parcourir seule une distance considérable sans rencontrer de campement semblait peu probable. Ce soir-là, les enquêteurs ont été confrontés à des défis considérables dans leur recherche d'informations sur les événements survenus dans la maison d'Athéna. La maison, cachée parmi les arbres et située loin de la route principale, rendait plus difficile la collecte d'informations, compte tenu de l'absence de vidéosurveillance dans la zone. Cependant, malgré ces obstacles, les enquêteurs ont rapidement trouvé le premier indice important. Un indice important était l'information concernant un colis livré par un service de messagerie au domicile d'Athéna dans la soirée. Afin de clarifier les détails, les enquêteurs ont contacté cette société, qui a révélé que la livraison avait été effectuée par un contractant qui n'était pas un employé direct de leur service. Après avoir pris contact avec cette société, il a été possible de savoir quelle camionnette se rendait à l'adresse d'Athènes le soir en question. Cet indice a permis aux détectives de faire un pas en avant dans leur enquête, les rapprochant de la compréhension des événements de cette journée. Ce jour-là, chaque voiture de patrouille était équipée d'un système de vidéosurveillance. Les enquêteurs ont donc demandé sans tarder les images des caméras du 30 novembre. Après avoir analysé les images de ces jours-là, ils ont découvert des moments troublants. La vidéo montrait le conducteur aidant une personne ressemblant à Athéna à monter dans la voiture. Les agents ont rapidement identifié le conducteur grâce à la société. Il s'agit de Tanner Horner, âgé de 31 ans. Sur la base des informations reçues, une escouade de police s'est immédiatement rendue à l'adresse de son domicile. L'homme a été placé en garde à vue pour disparition d'Athéna et interrogé. Les enquêteurs ont dit aux suspects qu'ils avaient en leur possession des images de surveillance et l'ont encouragé à être franc. Il a expliqué qu'il était en train de livrer une adresse au domicile d'Athéna ce soir-là. Alors qu'il manœuvrait son véhicule en marche arrière,
il a ressenti un choc inattendu et a décidé d'en rechercher la cause. Trouvant Athéna au sol, il s'est rendu compte qu'il y avait eu une collision involontaire. En s'approchant, il constate qu'elle n'est pas gravement blessée. Elle est consciente, calme, et s'adresse même à lui. Selon lui, elle lui a fait part de son intention de tout raconter à son père, ce qui l'a fait paniquer. Après avoir mis Athéna dans sa camionnette, Horner a commencé à réfléchir à des solutions possibles aux problèmes qu'il avait. Au cours de leur conversation, elle s'est présentée à lui sous le nom d'Athéna. Horner s'est retrouvé dans l'embarras, ne sachant pas comment gérer la situation. Il s'est rendu compte que si Athéna racontait les événements de la journée à des adultes, il s'exposerait à de graves conséquences juridiques. Lors d'une conversation avec les enquêteurs, Horner a fait part d'une décision qu'il estimait être la seule façon de sortir de cette situation. C'est eux qui les a laissés profondément perplexes. Selon lui, il a pris une décision extrêmement irréfléchie, pensant ainsi éviter d'autres problèmes. L'homme a expliqué qu'au début, il avait tenté sans succès de retenir une femme, après quoi il a décidé de procéder différemment. Il l'a transportée dans une zone près de la rivière, proche d'une ville voisine, et l'a laissée là. Ce récit a soulevé de nombreuses questions auprès des autorités d'enquête. Toutefois, le suspect a pu indiquer l'emplacement exact où il a laissé Athéna, ce qui a permis sa découverte rapide. La nouvelle de la disparition d'Athéna a provoqué une émotion nationale parmi les citoyens et est devenue un sujet largement discuté dans les médias. Cette affaire n'a laissé ni les proches, ni le public en général indifférents. Avec la découverte d'Athéna par les autorités, des accusations d'actes inappropriés ont été portées contre Horner. En attendant les conclusions des experts, les détectives approfondissaient l'enquête sur la personnalité de l'accusé, afin de découvrir ses véritables motifs. La version des événements présentée par lui semblait peu probable. Selon Horner, il avait simplement heurté Athéna légèrement avec sa voiture, sans lui causer de dommages graves. Cependant, troublé, il a opté pour des mesures inhabituelles. Étant donné qu'il avait seulement touché légèrement Athéna avec la voiture, sans conséquence pour sa santé, la peine la plus sévère pour Horner pourrait seulement être son licenciement, raison pour laquelle ces explications semblaient très étranges aux enquêteurs. Un an avant. Ces événements. Un événement significatif est survenu dans la vie de l'homme, la naissance d'un enfant ainsi que ses fiançailles. Il gagnait sa vie, en livrant des colis et occasionnellement en travaillant comme chauffeur pour l'un des services de taxi à la demande populaire. La musique jouait également un rôle important dans sa vie. Horner était membre d'un groupe, qui se produisait dans des cafés cosy de la ville voisine. Sur les réseaux sociaux, il partageait de nombreuses photos, sur lesquelles on le voyait avec son jeune enfant, ainsi que des images de performances musicales, donnant ainsi l'image d'une personne tout à fait normale. Jusqu'à son arrestation, il n'y avait eu aucun problème avec la loi dans sa vie, et l'enquête n'a trouvé aucune preuve de comportement inamical dans son passé. 2 mois avant les événements qui ont attiré l'attention du public, il a posté des photos sur Internet, sur lesquelles il apparaît, passant du temps avec son fils et leurs grands-parents. En attendant la conclusion de l'étude, qui pourrait fournir des détails supplémentaires sur l'événement, plusieurs semaines se sont écoulées. Pendant ce temps, les parents d'Athéna ont initié un litige contre l'entreprise FedEx et le sous-traitant, les tenants responsables de l'activité de Horner. Ils ont insisté sur le renforcement des critères de sélection du personnel afin de prévenir des circonstances similaires à l'avenir. Les événements de cette soirée ont pris une tournure encore plus triste lorsqu'il a été révélé ce que contenait le paquet que Horner livrait. Il contenait une poupée Barbie comme cadeau de Noël pour Athéna, dont elle avait rêvé. La publication des conclusions des experts a soulevé des questions supplémentaires dans l'affaire. Le rapport indiquait que le moment triste s'était produit dans la première heure après la disparition d'Athéna. Ces circonstances ont poussé les enquêteurs à reconsidérer leur hypothèse initiale. L'hypothèse que les actions de Horner avaient été planifiées dans son intérêt personnel après avoir vu Athéna près de sa maison, n'a trouvé aucune confirmation faute de preuves de l'action présumée illégale. Cela a conduit les chercheurs dans une impasse, car l'illogisme dans les actions attirait l'attention sur les incohérences dans l'histoire. Le groupe d'enquête est arrivé à la conclusion que les plans originaux auraient pu être modifiés en raison de circonstances imprévues qui ont conduit à une issue triste. Ces conclusions n'ont fait qu'ajouter au mystère de l'affaire, laissant de nombreuses questions sans réponse et forçant les détectives à chercher de nouvelles approches pour l'enquête. Après une dispute familiale, Athéna sortit, où elle passa du temps dans le jardin de sa maison. Au même moment,
Horner se rendit à son adresse pour livrer un colis et la remarqua seule. Selon les hypothèses de l'enquête, il a vu dans cette situation une opportunité de mettre en œuvre ses intentions. La maison, entourée d'arbres, lui donnait la possibilité de réaliser son plan sans risque d'être capturé par des témoins. Les enquêteurs supposent que Horner pourrait avoir saisi le moment pour convaincre Athéna de s'approcher du fourgon, ou d'agir différemment, afin qu'elle finisse dans la voiture sans possibilité de résister. Les détails des événements qui ont suivi restent flous, mais des suppositions sont faites sur ses intentions ultérieures de l'emmener dans un endroit isolé. Peut-être que les plans ont été interrompus par des circonstances imprévues, lorsque Athéna a tenté d'éviter une autre évolution des événements. Craignant d'être découvert, Horner a décidé de prendre des mesures significatives et s'est ensuite dirigé vers la rivière. Dans une représentation alternative des événements, la possibilité que Horner ait pu s'engager dans des activités illégales ne nécessitant pas d'interaction directe est envisagée. Dans un tel sas, les experts médicaux n'auraient pas pu trouver de preuves de contact physique. De manière surprenante pour les enquêteurs, des preuves sont apparues, indiquant indirectement un sous-entendu physique dans l'acte. Jusqu'à cet incident dans la biographie de Horner, il n'y avait eu aucune violation de la loi, ce qui est rare. Habituellement, les personnes enclines à commettre des crimes graves développent un comportement criminel, commençant par des infractions moins importantes. Pendant plusieurs semaines, l'équipe d'enquête a analysé soigneusement la personnalité de Horner, en interagissant avec des personnes de son entourage, famille, amis, connaissances, pour trouver des preuves de sa participation à d'autres activités illégales. Ces efforts ont été couronnés de succès lorsque des témoins ont été trouvés, déclarant avoir été témoins des actes de Horner. Dans le cadre de l'enquête actuelle, les détails de l'incident et les identités des personnes impliquées sont gardés secrets pour des raisons d'enquête. À partir des informations disponibles au public, il a été révélé que Horner avait déjà été accusé, désigné par un des témoins comme la personne qui avait commis des actes criminels contre eux il y a 9 ans. De plus, des accusations ont été portées contre lui dans 3 autres affaires, datant de l'année 2013 et liées à des actes similaires. Il reste à voir si ces accusations concernent un ou plusieurs témoins. Cependant, les informations ne s'arrêtent pas là. Il s'est avéré qu'un des témoins, qui avait été longtemps associé à l'accusé, a parlé à plusieurs reprises de ses expériences et l'a accusé de crimes contre elle. Pendant de nombreuses années, elle s'est tournée vers les réseaux sociaux pour partager son histoire et avertir le public contre l'accusé comme étant une menace. Malgré ses efforts, l'homme a évité toute accusation officielle jusqu'à récemment et n'a pas été ajouté à la liste des suspects. Pendant de nombreuses années, les accusations portées contre Horner n'ont pas trouvé d'écho approprié, jusqu'à ce que l'affaire Safina attire l'attention publique sur lui et révèle son véritable caractère ainsi que les motifs présumés de ses actes. Le procès contre Horner concernant 4 épisodes sera mené séparément de la procédure liée à Athéna. Il est également important de mentionner un moment qui peut sembler insignifiant, mais qui, en lien avec d'autres crimes de Horner, révèle sa nature. La découverte de son compte TikTok par les internautes, après que son identité a été rendue publique, a attiré l'attention. Sur le compte, il y avait plusieurs vidéos, mais particulièrement intéressante était la dernière enregistrement, faite quelques semaines avant la commission du crime mentionné. La vidéo montrait comment Horner observait une personne attrapant un insecte dans un verre, puis procédant à l'asperger d'insecticide. L'expression faciale de Horner en regardant était véritablement sombre et semblait refléter un plaisir sincère pour l'événement. Compte tenu des circonstances, lorsqu'il a été révélé que le suspect souffrait de graves troubles psychiques et trouvait satisfaction à observer le malheur des autres, son explication pour le crime contre Athéna suscite des doutes. Horner a prétendu que sa motivation était la peur de la punition pour un crime moins grave, mais la découverte de ses inclinations étranges rend son explication encore moins convaincante. Avant le procès, les autorités ont déclaré leur intention de rechercher la peine maximale contre lui. Horner a cherché l'aide d'un avocat, qui lui a recommandé de refuser l'aveu de culpabilité et de revendiquer son innocence, mais les chances d'échapper à la justice semblent minces. Les enquêteurs disposent d'enregistrements vidéo du fourgon et des déclarations de Horner sur l'emplacement des preuves, ce qui rend sa participation au crime évidente. Le procès pourrait révéler des preuves supplémentaires, qui n'ont pas encore été divulguées. Il est probable que des traces d'ADN d'Athéna aient été trouvées dans le fourgon, et sur ses vêtements, des traces génétiques de l'accusé. Il ne reste qu'à attendre comment les événements se dérouleront au tribunal et à espérer la révélation de nouveaux détails de l'affaire. Une femme a permis à sa fille de faire du vélo dans la cour,
Mais lorsqu'elle est allée la voir quelques minutes plus tard, la fille avait disparu sans laisser de traces. Malgré les recherches immédiatement lancées, la police n'a trouvé aucun indice pendant longtemps. L'histoire a pris un tournant inattendu lorsque les détectives ont découvert la vérité bouleversante sur les événements 2 ans plus tard. Ce qu'ils ont découvert était si inhabituel et choquant que aucun des enquêteurs ne s'attendait à une telle issue. À Rochester, New York, le 20 septembre 1988 est née Callie Fulton. Elle était l'unique enfant de sa famille et était toujours au centre de l'attention de ses parents. Mais quand Callie a eu 3 ans, ses parents ont décidé de se séparer, suite à quoi la fille est restée avec sa mère, tandis que le père ne perdait pas le contact et la visitait régulièrement. Après la séparation, Judy, la mère de Callie, a déménagé avec sa fille dans un complexe résidentiel dans un quartier calme de Rochester. Malgré le soutien financier de l'ex-mari, elle vivait modestement. Quand Callie avait 4 ans, Judy a trouvé un travail à temps partiel. Son objectif était de gagner suffisamment d'argent pour offrir à sa fille une surprise, un voyage à Disneyland. Son travail consistait à distribuer des magazines aux résidents de son quartier, en insérant des brochures publicitaires dans chacun d'eux. Le soir du 23 mai 1994, juste avant de commencer son travail, Judy était à la maison et préparait les magazines pour la distribution. Vers 18h45, Callie a exprimé le désir de sortir et de jouer. Par une belle journée ensoleillée, Callie avait absolument envie de faire un tour avec son tricycle. Quand Judy regarda dehors et vit que la cour était pleine d'enfants, elle décida qu'elle pouvait laisser sortir sa fille. Elle demanda à Callie de rester dans la cour et de ne pas s'éloigner de la maison. Avec ces mots, Callie se mit joyeusement en route à l'extérieur avec son vélo. Judy devait s'occuper des tâches ménagères et des enfants plus jeunes, avant de prévoir d'aller chez McDonald's. Après avoir terminé les tâches ménagères, Judy se prépara à appeler Callie pour rentrer à la maison et partir ensemble. Mais quand elle sortit, elle ne put trouver sa fille. Elle regarda autour d'elle, appela Callie, mais n'obtint aucune réponse. Après avoir cherché dans la cour et les alentours du complexe, elle ne trouva pas la fillette. Le vélo était également introuvable, bien que ses roues fassent normalement un bruit caractéristique sur l'asphalte. Le silence dans la rue ne faisait qu'augmenter son inquiétude. La panique montait minute après minute, et bientôt les voisins se joignirent à la recherche, après avoir entendu les appels de Judy. Bien que certains aient vu Callie jouer plus tôt, personne ne pouvait dire où elle aurait pu aller. La recherche, à laquelle les résidents du complexe participaient, resta sans résultat. Ni la fille, ni son vélo ne furent retrouvés. Le quartier résidentiel était entouré d'arbres, et au bord se trouvait une clôture, séparant les appartements de la route à proximité. Judy ne pouvait pas croire que sa petite fille, Callie, avait pu partir de son plein gré. Callie savait toujours qu'elle ne devait jouer que dans sa propre cour et n'avait jamais enfreint cette règle. Étant donné son âge et la taille du vélo, il était impossible que la fille soit allée loin, sans que quelqu'un la remarque. Toutes ces circonstances poussèrent Judy à demander l'aide de la police, qui commença immédiatement la recherche. Lorsque les policiers arrivèrent sur les lieux, ils se mirent immédiatement au travail. Des pompiers et des chiens spécialement formés les rejoignirent. Tandis que certaines équipes cherchaient Callie autour du bâtiment résidentiel, d'autres commencèrent à fouiller les 300 appartements, supposant que la fille ne pouvait pas avoir quitté le terrain seule. La possibilité d'un enlèvement fut envisagée, ce qui aurait nécessité un accès au complexe, faisant des résidents les principaux suspects. Les habitants du complexe étaient ouverts et prêts à aider la police dans sa recherche, en laissant les officiers entrer dans leurs appartements. Dans les CA, où les propriétaires n'étaient pas présents, le gestionnaire donnait à la police des clés de rechange pour accéder au logement. Malgré tous les efforts, Callie et son vélo n'ont été trouvés dans aucun des appartements. La recherche a continué toute la nuit sans succès, et ce n'est qu'autour de 4 heures du matin que l'affaire a été reclassée comme un enlèvement. Une unité spéciale a commencé à enquêter, en interrogeant Judy sur les personnes qui pourraient avoir un intérêt à nuire à sa famille. Les questions portaient également sur le père de Callie, mais Judy l'a exclu, car il voyait régulièrement sa fille et n'avait aucun motif pour un enlèvement. En parlant aux détectives, Judy a mentionné un nouveau résident de leur complexe, un jeune homme de 22 ans nommé Mark, qui avait récemment déménagé là avec sa femme et son fils d'1 an et demi. Elle a remarqué le comportement inhabituel de Mark, surtout après quelques rencontres fortuites dans la cour. Lors d'une de leurs conversations, Mark a commenté la beauté de sa fille, Callie. Bien que Judy ait souvent entendu des compliments sur sa fille, la manière dont Mark exprimait ses pensées lui semblait étrange et perturbante. Il a même dit que Callie était, selon lui, l'enfant la plus belle. Cela a beaucoup inquiété Judy,
et elle a essayé d'éviter Mark. Mais quand ils se rencontraient, il demandait si Callie lui dirait, si quelque chose lui arrivait. Judy répondait par l'affirmative et s'éloignait, trouvant ce genre de questions très étranges. Avant ses conversations avec Mark, Cale aimait jouer sur le terrain de jeu avec son fils. Mais lorsque les choses ont commencé à se voir, Judy a commencé à éloigner sa fille d'eux, même lorsqu'elle était elle-même dans les parages. Alors qu'elle parlait aux inspecteurs, Judy s'est souvenue d'un moment. Juste après être sortie pour chercher sa fille, elle a remarqué que Mark se rendait avec son fils à la même aire de jeu. Elle lui a demandé s'il avait vu Cale, ce à quoi il a répondu par la négative. Judy a alors remarqué quelque chose d'étrange sur ses chaussures. Les baskets de Mark n'avaient pas de lacets. Elle n'y a pas prêté attention sur le moment, car elle était préoccupée par l'endroit où se trouvait peut-être Calais. Les enquêteurs décident d'interroger Mark et l'emmènent au poste. Il jure qu'il n'a rien à voir avec la disparition de Calais. Il a même accepté de passer au détecteur de mensonges. L'opérateur du détecteur de mensonges n'ayant trouvé aucun signe de tromperie, Mark a dû être relâché. De plus, Judy a involontairement confirmé son alibi en se rappelant qu'elle l'avait vu dans la cour de récréation avec son fils, lorsqu'elle cherchait Calais. De plus, la police avait déjà fouillé son appartement et n'avait rien trouvé qui puisse les confondre. Finalement, Mark a été rayé de la liste des suspects et les inspecteurs ont poursuivi l'enquête. La police ne disposait d'aucune piste, ni d'aucun élément permettant de faire avancer l'enquête. La police a décidé de vérifier et d'interroger Judy. Elle savait que c'est ce qu'ils font toujours lorsqu'il n'y a pas d'indices ou de preuves. Comme elle n'avait pas d'échappatoire, elle a patiemment répondu à un tas de questions. Mais lorsque les enquêteurs ont commencé à faire du zèle en raison de l'absence d'autres suspects, cela n'a fait qu'ajouter à son chagrin. La rumeur de la disparition de Cale s'est rapidement répandue dans toute la ville, à travers les journaux, les panneaux d'affichage et les prospectus. Les gens appelaient la police comme sur un tapis roulant, offrant leur version, et il y a eu plus d'1 millier d'appels. Pendant tout ce temps, les enquêteurs n'ont pas chômé, ils ont vérifié tous les détails. Mais aucun des indices n'a abouti. Et l'affaire est restée au point mort pendant des mois. Judy n'a jamais perdu l'espoir de retrouver sa fille, même si les recherches n'avançaient pas. Elle a quitté son emploi pour se consacrer entièrement aux recherches. Elle a commencé à imprimer et à publier des annonces, contactant tous ceux qui pouvaient l'aider, des journaux locaux aux grandes chaînes de télévision, en essayant de maintenir l'histoire en vie. Elle a été rejointe dans ses efforts par des personnes qui n'étaient pas indifférentes. Ensemble, ils ont récolté $100 000 de récompense pour toute information susceptible d'aider à la recherche de Cale. Leurs efforts n'ont pas été vains. L'affaire de la disparition de Cale a fait l'objet d'une couverture nationale. Judy a même été invitée à l'émission d'Oprah Winfrey, et son histoire a été diffusée à plusieurs reprises dans la célèbre émission consacrée aux affaires non résolues. Judy n'a jamais abandonné une seconde malgré les obstacles. Elle a pris contact avec des entreprises locales pour qu'elles distribuent des dépliants sur la personne disparue dans leurs bureaux, leurs usines et même dans les transports. De plus, elle a réussi à persuader 2 compagnies aériennes d'ajouter ces annonces aux enveloppes des billets d'avion. Grâce à ces efforts, de nouveaux indices sont apparus, que la police a vérifiés minutieusement, mais qui n'ont malheureusement pas permis de se rapprocher de la vérité. L'affaire a duré 2 ans. La 96e année, un événement se produit qui choque tout le monde. Un jour, le 9 août, une femme a appelé la police, très énervée. Elle raconte qu'une violente dispute l'a opposée à son mari. La femme était à bout de nerfs parce que son mari avait un comportement inapproprié, et elle a alors décidé qu'il était temps de mettre fin à leur relation. En réponse à sa demande de divorce, son mari a essayé de la faire changer d'avis en lui disant à quel point c'était difficile pour lui et en essayant de compatir avec elle. Mais soudain, sous le coup de l'émotion, sans s'en rendre compte, son mari lui avoue qu'il est lié à la disparition de Callie Fulton. Ces mots ont frappé la femme et l'ont choquée. Elle a immédiatement pris l'enfant et s'est rendue chez son père, d'où elle a appelé la police. Elle n'a pas caché le nom de son mari. Il s'agit de Mark Christie, le même voisin que Judy. L'histoire de la femme de Mark a laissé les inspecteurs complètement perplexes. Cependant, ils étaient confrontés à un sérieux problème. Selon la loi de l'État, tout ce que les conjoints se disent reste entre eux. Cela signifie que même si Mark est innocent, la police ne peut pas venir le chercher pour l'interroger. N'oubliez pas que l'appartement de Mark a déjà été vérifié au début de l'enquête. Et il semble qu'il était dehors avec son enfant dans le jardin quand Cale a disparu. Trop peu de temps pour commettre un crime, pensent les inspecteurs. Mais Crow, qui avait écouté l'histoire de sa femme, a décidé de parler à Mark.
il s'est avéré que Mark et sa famille avaient déménagé du complexe où vivait Cali quelques semaines seulement après sa disparition. Tout cela à cause des plaintes des parents de 2 filles qui avaient vu Mark sans vêtements sur le pas de leur porte. Il est vrai qu'il n'y a pas eu d'enquête, car, techniquement, il était chez lui. Mais ce moment a fait réfléchir le détective. Mark avait changé d'environnement, déménageant dans une ville située à 80 km de Rochester, et l'inspecteur Crowe décida d'aller voir c'est eux qu'il en était. Mais au lieu d'un accueil chaleureux de la part de Mark, c'est la mère du garçon qui l'accueille. Elle a immédiatement déclaré que son fils ne dirait pas un mot à la police sans être accompagné d'un avocat, qu'ils avaient déjà réussi à contacter. Apparemment, Mark a découvert que sa femme avait partagé des informations sur leur conflit avec la police, et Crowe a compris que les choses allaient mal. Étant donné que les aveux que Mark avait faits à sa femme ne pouvaient pas être utilisés devant un tribunal, l'avocat pouvait facilement interdire à la police de l'importuner. Ainsi, Mark pouvait continuer sa vie sans craindre d'être poursuivi pour quoi que ce soit. Malgré la situation difficile, Crowe n'a pas abandonné. Alors qu'il parlait avec la mère de Mark, Mark est finalement apparu devant le détective, donnant à Crowe l'opportunité de lui proposer de se rencontrer dans un cadre plus informel pour une conversation amicale. Le détective a suggéré à Mark d'aller au café le plus proche, pour discuter de quelques questions concernant l'affaire de Cali autour d'une tasse de café aromatique. À la surprise de Crowe, Mark a accepté, à condition que Crowe le conduise à son avocat après leur conversation. Ils se sont arrêtés dans un restaurant italien cosy, où le détective a maintenu une conversation légère et non menaçante, sans mettre la pression sur Mark. Cette approche a porté ses fruits. Alors qu'ils attendaient leur commande, Mark s'est ouvert de manière inattendue et a commencé à partager. Il a exprimé ses regrets pour ses actions envers Cali et a avoué que la culpabilité l'avait tourmenté au cours des 2 dernières années. Mark a raconté que l'image de Cali apparaissait constamment dans les nouvelles et sur les flyers devant ses yeux, et son visage le hantait partout. Crowe a continué à être extrêmement prudent, pour ne pas donner à Mark le sentiment qu'il était sous pression. Dès le début de l'enquête, le détective Crowe était bien familiarisé avec Mark, et leur conversation n'était pas rare. Crowe soupçonnait que Mark tirait une certaine fierté à être toujours un pas en avant sur la police et à cacher avec succès son implication. C'est pourquoi Crowe a décidé de jouer sur son ego. Il a assuré à Mark avec insistance qu'il avait réussi à tromper toute l'équipe d'enquête et à rester impuni. Cette manœuvre a réussi. Mark, essayant de se détacher de son ego, a déclaré qu'il ne voulait pas paraître complaisant. Pourtant, il a admis que sa manière de se débarrasser du vélo était vraiment ingénieuse. Mark a proposé de parler au détective à ce sujet, mais a averti qu'il ne parlerait que du vélo. Crowe, soucieux de ne pas effrayer Mark, a maintenu un ton doux et amical et lui a assuré qu'il n'avait pas à parler de CE dont il ne voulait pas discuter. Finalement, Mark a mentionné que le tricycle de Cali avait été dans son appartement 3 jours après sa disparition. Mark comprenait que dans une situation d'urgence, où la sécurité des gens était en jeu, la police n'avait pas besoin d'un mandat de perquisition pour fouiller chaque coin du complexe résidentiel. Mais il y avait un point intéressant dans ce processus. La loi n'autorisait la recherche que des personnes disparues et non des preuves d'un crime. Cela signifiait que les agents ne pouvaient vérifier que les endroits où une forme humaine pourrait théoriquement se cacher. Mark, reconnaissant cela, a rapidement décidé de scier son vélo en plusieurs morceaux pour les cacher dans des endroits clairement pas destinés à cacher une personne. Il a habilement camouflé certains d'entre eux sous des vêtements dans des placards, d'autres dans de petits sacs qu'il a placés dans le coffre de sa voiture. Puis, il a commencé à se débarrasser progressivement de ces morceaux, en les emmenant loin de chez lui. Lorsque Mark a quitté le complexe résidentiel, il a été accueilli par des policiers à la sortie, qui contrôlaient chaque voiture. Bien que la voiture de Mark ait été contrôlée à plusieurs reprises, l'attention des agents était exclusivement tournée vers la recherche de Cali disparu, et les petits sacs contenant des pièces de vélo n'ont suscité aucun soupçon. En écoutant le récit, le détective Crowe saisit la profondeur de l'instant et réalisa que ses chances de pousser Mark à un aveu complet avaient considérablement augmenté. Il commença à lui assurer que Mark pourrait ne pas être coupable de ce qui s'était passé et que cela pourrait être un tragique accident. Puis, Mark demanda avec espoir quelle pourrait être la peine de prison possible, à quoi Crowe répondit que l'affaire pourrait se conclure par 25 ans de prison. Mark répliqua qu'une telle sentence serait une cruauté disproportionnée, car cela signifierait perdre la moitié de sa vie isolée de ses proches, sa femme et son fils. Il souligna que les 2 dernières années de sa vie s'étaient transformées en un cercle infernal personnel, ce qui, à son avis, devrait être pris en compte lors du prononcé du verdict. Malgré l'absurdité de ces paroles, Crowe resta fidèle à sa stratégie
et suggéra à Mark d'alléger son âme et de partager la véritable histoire de ce qui s'était passé. Finalement, Mark accepta de tout avouer, mais seulement après une consultation avec son avocat. Naturellement, le détective était conscient qu'aucun avocat n'inciterait son client à avouer un crime, surtout en l'absence de preuves contre lui. Par conséquent, il décida de discuter ouvertement de cela avec Mark et ajouta que dans ce cas, les parents de Cally ne sauraient jamais ce qui est arrivé à leur fille et si elle a souffert à la fin. À cela, Mark répondit qu'elle n'avait pas souffert. Le détective sentit que l'homme était prêt à tout avouer, alors il dit qu'il était temps de faire ce qui est juste pour lui-même, sa famille et Dieu. À ces mots, Mark regarda le détective et avoua finalement le crime. Il répéta qu'elle n'avait pas souffert et dit qu'il avait tout fait rapidement. L'homme ajouta immédiatement qu'il n'avait rien fait d'indécent avec elle. Mark a dit que Cally est venu chez lui ce soir-là et a demandé de jouer avec son fils. Il l'a laissé entrer et a mis son vélo dans la cuisine. Il savait que la mère de Cally ne lui permettrait pas de venir chez lui et ne voulait donc pas attirer l'attention. Cally est monté dans la chambre des enfants au 2e étage et a commencé à jouer avec son fils. Environ 10 minutes plus tard, Mark a entendu Judy entrer dans la cour et commencer à appeler sa fille par son nom, et l'homme a paniqué. Il savait que sa mère serait furieuse d'avoir laissé Cally entrer chez lui sans sa permission. Donc, Mark est allé dans la chambre de son fils et a fait ce qu'il a fait. Bien sûr, le détective Crowe a immédiatement eu des doutes sur la crédibilité de certains aspects de cette histoire. Il était bien plus probable que Mark ait attiré Kylie sous le prétexte de jouer avec son fils, alors que sa femme était au travail, pour agir de manière inappropriée avec elle. Lorsqu'il a entendu Judy l'appeler, il a craint que Cally puisse tout raconter. En réfléchissant, le détective réalisa que Judy l'avait vu dans la rue avec des baskets, dont les lacets avaient été enlevés. Cela mena à la conclusion que les actions de l'homme étaient préméditées et pas aussi spontanées qu'elles le semblaient au premier abord. Pour utiliser les lacets à ses propres fins, il fallait prendre le temps de les retirer des chaussures. Manifestement, Mark voulait minimiser la gravité de l'incident, en cachant certains détails. Pourtant, Crowe se rendit compte que exprimer ses soupçons pourrait amener Mark à ne plus révéler d'informations sur l'emplacement des preuves. Pour le détective, il était crucial de découvrir cela, donc il décida de continuer à suivre attentivement le récit de Mark. Mark prétendit que, après l'incident, il avait emmené Cally dans la cuisine et l'avait posée sur le sol. Ensuite, il sortit avec son fils, pour se créer un alibi. Sachant que Judy appelait sa fille dans la cour, il décida délibérément de se montrer à elle, pour détourner les soupçons. À son retour, Mark cacha les preuves dans un panier à linge, les camoufla avec des vêtements, sortit le panier et le mit dans le coffre de sa voiture. De nombreuses personnes se rassemblèrent dans la cour, aidant Judy à chercher sa fille. Mark remarqua que personne ne faisait attention à lui en raison du chaos ambiant, et il put monter dans sa voiture et partir sans être dérangé. Mark prit l'enfant et se dirigea vers son lieu de travail, où il était employé comme agent de sécurité. Il gara sa voiture derrière le bâtiment et laissa un panier d'objets à la porte. Ensuite, il contourna le bâtiment et entra par l'entrée principale. Comme Mark était libre ce jour-là, il raconta à ses collègues une histoire sur des objets oubliés, afin de ne pas éveiller de soupçons, et se dirigea calmement vers la porte arrière pour l'ouvrir de l'intérieur. Après avoir pris le panier, il se rendit à un énorme conteneur de produits chimiques, qui contenait plus de 100 000 litres. Après avoir ouvert le couvercle, il fit couler les objets avec un lourd objet métallique dans l'eau, afin qu'il touche le fond. Ne conservant que les boucles d'oreilles, Mark rentra chez lui, pour rejoindre le groupe de recherche pour Cally, avec les voisins, avant l'arrivée de la police. Dans sa confession, Mark dit que ce qu'il avait fait était une erreur, et il regrettait ce qui s'était passé. Une fois que le détective Crowe avait reçu toutes les informations nécessaires, il paya leur facture de déjeuner, et Mark donna 2 $ de pourboire. Ensuite, Mark se rendit sans résistance avec le détective au poste de police, où il fut arrêté. Dès que l'avocat apprit la confession de Mark, il tenta de la contester, mais sans succès. Mark avait fourni les informations volontairement, et les actions du détective Crowe n'étaient pas contraires à la loi. Un jour inattendu au travail, la police est apparue chez Mark, et a immédiatement ouvert la boîte indiquée. 2 ans plus tard, bien que le temps ait endommagé le contenu de la boîte, des indices importants ont été trouvés. Bien que certains détails étaient flous, les experts ont pu confirmer l'identité, permettant enfin à Judy d'accepter la perte de sa fille. Devant le juge,
Mark a avoué sa responsabilité et a été condamné à pas moins de 25 ans de détention. Exactement comme l'avait prédit le détective Crowe. L'avocat de Mark a obtenu un accord, qui a allégé certains chefs d'accusation, mais a maintenu les accusations principales. Mais l'histoire de Mark ne se termine pas là. En l'an 2020, la police a décidé de rouvrir une vieille affaire de 1988 dans une banlieue de Rochester. À l'époque, Viola Hill, âgée de 74 ans, avait disparu en quittant sa maison. Parmi les suspects se trouvait également Mark, alors seulement 16 ans. Il a passé un entretien avec un détecteur de mensonges, où aucun signe de tromperie n'a été trouvé. Néanmoins, Frank Sterling a été arrêté pour ce crime, qui a initialement nié les accusations, mais a avoué après un interrogatoire nocturne. Frank a passé presque une longue peine, jusqu'à ce qu'en 2010, de nouvelles preuves soient examinées et des tests ADN effectués, apportant un changement de situation. Frank a toujours affirmé que son aveu avait été forcé sous la pression lors de l'interrogatoire, lorsqu'il n'était plus capable de saisir correctement la situation. Malgré de nombreuses tentatives pour contester la décision, elles sont restées sans succès, jusqu'à ce que de nouvelles analyses soient réalisées. Les résultats ADN ont montré que les indices trouvés sur le lieu du crime ne pouvaient pas être attribués à Frank. Au contraire, ils pointaient vers Mark Christie, qui purguait déjà une sanction pour d'autres infractions. Cette découverte fut le chemin vers la libération. Mark, âgé de 39 ans en 2011, a avoué sa culpabilité dans l'affaire de Viola, ce qui a mené à une peine additionnelle de 28 ans. Il n'a pas expliqué ses motifs et n'a montré aucun regret pour son acte. Frank a été libéré et a par la suite déposé une demande d'indemnisation contre l'État, par laquelle il a reçu une compensation de près de 10 millions de dollars en 2014. Malgré certains changements législatifs à New York, les chances de libération anticipée de Mark restent incertaines. Cette histoire souligne comment les erreurs d'enquête et le mauvais usage des méthodes d'interrogatoire peuvent mener à la condamnation à tort d'innocents et retarder la responsabilité des véritables criminels, leur permettant de commettre d'autres infractions.